Blyenberg fait comme si Spinoza disait qu'un être est toujours aussi parfait qu'il peut l'être, en fonction de l'essence qu'il possède à tel moment. Mais précisément, c'est là son troisième contresens. Spinoza dit tout autre chose. Un être est toujours aussi parfait qu'il peut l'être, en fonction des affections qui à tel moment appartiennent à son essence. Il est clair que Blyenberg confond appartenir à l'essence et constituer l'essence. À chaque moment, les affections que j'éprouve appartiennent à mon essence en tant qu'elles remplissent mon pouvoir d'être affecté. Tant qu'un mode existe, son essence elle-même est aussi parfaite qu'elle peut l'être en fonction des affections qui remplissent à tel moment le pouvoir d'être affecté. Si telle affection remplisse à tel moment mon pouvoir, celui-ci ne peut pas au même moment se trouver rempli par d'autres affections. Il y a incompatibilité, exclusion, négation, non pas privation. Reprenons l'exemple de l'aveugle. Ou bien l'on imagine un aveugle qui n'avait encore des sensations lumineuses, mais il est aveugle en ceci qu'il ne peut plus agir d'après ses sensations. Ses affections lumineuses subsistantes sont entièrement passives. Dans ce cas, seule aura varié la proportion des affections actives et des affections passives pour un même pouvoir d'être affecté. Ou bien l'on imagine un aveugle ayant perdu toute affection lumineuse. Dans ce cas, son pouvoir d'être affecté se trouve effectivement réduit. Mais la conclusion est la même. Un mode existant est aussi parfait qu'il peut l'être en fonction des affections qui remplissent son pouvoir d'être affecté et qui le font varier dans des limites compatibles avec l'existence. Bref, chez Spinoza, nulle contradiction n'apparaît entre l'inspiration nécessitariste, selon laquelle le pouvoir d'être affecté se trouve à chaque instant nécessairement rempli, et l'inspiration éthique, selon laquelle à chaque instant il est rempli de telle manière que la puissance d'agir augmente ou diminue et qu'il varie lui-même avec ses variations. Comme dit Spinoza, il n'y a aucune privation, mais il n'y a pas moins des passages à des perfections plus ou moins grandes. Définition de la tristesse, explication, et nous ne pouvons pas dire que la tristesse consiste dans la privation d'une plus grande perfection, car une privation n'est rien, tandis que le sentiment de tristesse est un acte, qui pour cette raison ne peut être autre que l'acte de passer à une perfection moindre. En aucun sens le mal n'est autre que quelque chose. Être, c'est s'exprimer, ou exprimer, ou être exprimé. Le mal n'est rien, n'étant expressif en rien. Et surtout, il n'exprime rien. Il n'exprime aucune loi de composition, aucune composition de rapport. Il n'exprime aucune essence. Il n'exprime aucune privation d'un état meilleur dans l'existence. Pour évaluer l'originalité de cette thèse, il faut l'opposer à d'autres manières de nier le mal. On peut appeler moralisme rationaliste, optimisme, une tradition qui trouve ses sources chez Platon et son plein développement dans la philosophie de Leibniz. Le mal n'est rien parce que seul le bien est, ou bien encore parce que le bien supérieur à l'existence détermine tout ce qui est. Le bien ou le meilleur font être. La thèse spinoziste n'a rien à voir avec cette tradition, elle forme un amoralisme rationaliste. Car selon Spinoza, le bien n'a pas plus de sens que le mal. Il n'y a ni bien ni mal dans la nature. Spinoza le rappelle constamment, si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal aussi longtemps qu'ils seraient libres. La question de l'athéisme de Spinoza manque singulièrement d'intérêt tant qu'elle dépend de l'arbitraire des définitions théisme-athéisme. Aussi, cette question ne peut être posée qu'en fonction de ce que la plupart des gens appellent Dieu du point de vue de la religion, c'est-à-dire un Dieu inséparable d'une ratio boni, procédant par la loi morale, agissant comme un juge. C'étaient les critères de Leibniz et de tous ceux qui reprochèrent à Spinoza son athéisme. En ce sens, Spinoza, de toute évidence, est athée. La pseudo-loi morale mesure seulement nos contresens sur les lois de la nature. L'idée des récompenses et des châtiments témoigne seulement de notre ignorance du vrai rapport entre un acte et ses conséquences. Le bien et le mal sont des idées inadéquates et ne sont pas conçues par nous que dans la mesure, où nous avons des idées inadéquates. Mais qu'il n'y ait ni bien ni mal ne signifie pas que toute différence disparaisse. Il n'y a pas de bien ni de mal dans la nature, mais il y a du bon et du mauvais pour chaque mode existant.
L'opposition morale du bien et du mal disparaît, mais cette disparition ne rend pas toutes les choses égales, ni tous les êtres. Comme Nietzsche le dira, par-delà le bien et le mal, cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais. Il y a des augmentations de la puissance d'agir, des diminutions de la puissance d'agir. La diminution du bon et du mauvais servira de principe pour une véritable différence éthique qui doit se substituer à la fausse opposition morale. Chapitre 16. Vision éthique du monde. Lorsque Spinoza dit « nous ne savons même pas ce que peut un corps », cette formule est presque un cri de guerre. Il ajoute « nous parlons de la conscience de l'esprit, de l'âme, du pouvoir de l'âme sur le corps. Nous bavardons ainsi, mais nous ne savons même pas ce que peut un corps ». Le bavardage moral remplace la vraie philosophie. Cette déclaration est importante à plusieurs égards. Tant que nous parlons d'un pouvoir de l'âme sur le corps, nous ne pensons pas vraiment en termes de pouvoir ou de puissance. Nous voulons dire en effet que l'âme, en fonction de sa nature éminente et de sa finalité particulière, a des devoirs supérieurs. Elle doit faire obéir le corps, conformément à des lois auxquelles elle est elle-même soumise. Quant au pouvoir du corps, ou bien c'est un pouvoir d'exécution, ou bien c'est un pouvoir de distraire l'âme et de la détourner de ses devoirs. En tout ceci, nous pensons moralement. La vision morale du monde apparaît dans un principe qui domine la plupart des théories de l'union de l'âme et du corps. L'un des deux n'agirait pas sans que l'autre ne pâtisse. Tel est notamment le principe de l'action réelle chez Descartes. Le corps pâtit quand l'âme agit. Le corps n'agit pas sans que l'âme ne pâtisse à son tour, dans le traité des passions de Descartes. Or, bien qu'il nie l'action réelle, les successeurs de Descartes ne renoncent pas à l'idée de ce principe. L'harmonie préétablie, par exemple, maintient entre l'âme et le corps une action idéale, d'après laquelle toujours l'un pâtit quand l'autre agit. Leibniz explique souvent que sa théorie de l'action idéale respecte les sentiments établis et laisse entièrement subsister la répartition de l'action ou de la passion dans l'âme et dans le corps suivant la règle du rapport inverse, car de deux substances qui symbolisent telles que l'âme et le corps, on doit attribuer l'action à celle dont l'expression est plus distincte, la passion à l'autre. C'est un thème constant des lettres à Arnaud. Dans de telles perspectives, nous n'avons aucun moyen de comparer la puissance du corps et la puissance de l'âme. N'ayant pas le moyen de les comparer, nous n'avons aucune possibilité de les évaluer respectivement. Si le parallélisme est une doctrine originale, ce n'est pas parce qu'il nie l'action réelle de l'âme et du corps, c'est parce qu'il renverse le principe moral d'après lequel les actions de l'un sont les passions de l'autre. L'ordre des actions et des passions de notre corps va par nature de pair avec l'ordre des actions et des passions de l'esprit. Ce qui est passion dans l'âme est aussi passion dans le corps, ce qui est action dans l'âme est aussi action dans le corps. C'est en ce sens que le parallélisme exclut toute éminence de l'âme, toute finalité spirituelle et morale, toute transcendance d'un Dieu qui réglerait une série sur l'autre. C'est en ce sens que le parallélisme s'oppose pratiquement non seulement à la doctrine de l'action réelle, mais aux théories de l'harmonie préétablie et de l'occasionalisme. Nous demandons qu'est-ce que peut un corps, de telles affections est-il capable, passive aussi bien qu'active? Jusqu'où va sa puissance? Alors et alors seulement nous pourrons savoir ce que peut une âme en elle-même et quelle est sa puissance. Nous aurons les moyens de comparer la puissance de l'âme avec la puissance du corps. Dès lors, nous aurons les moyens d'évaluer la puissance de l'âme considérée en elle-même. Pour arriver à l'évaluation de la puissance de l'âme en elle-même, il fallait passer par la comparaison des puissances. Pour déterminer en quoi l'esprit humain diffère des autres et en quoi il l'emporte sur les autres, il nous est nécessaire de connaître la nature de son objet, c'est-à-dire du corps humain. Je dis en général que plus un corps est apte par rapport aux autres à agir et à pâtir de plus de façons à la fois, plus son esprit est apte à percevoir plus de choses à la fois, et plus les actions d'un corps dépendent de lui seul, et moins d'autres corps concourent avec lui à une action, plus son esprit est apte à comprendre distinctement. Pour penser vraiment en termes de puissance, il fallait d'abord poser la question à propos du corps. Il fallait en premier lieu libérer le corps du rapport inversement proportionnel qui rend impossible toute comparaison de puissance, donc aussi qui rend impossible toute évaluation de la puissance de l'âme prise en elle-même. Il fallait prendre pour modèle la question
Qu'est-ce que peut un corps? Ce modèle n'implique aucune dévalorisation de la pensée par rapport à l'étendue, mais seulement une dévalorisation de la conscience par rapport à la pensée. On se souvient que Platon disait que les matérialistes, s'ils étaient intelligents, parleraient de puissance au lieu de parler du corps. Mais il est vrai inversement que les dynamistes, quand ils sont intelligents, parlent d'abord du corps pour penser la puissance. La théorie de la puissance, d'après laquelle les actions et passions du corps vont de pair avec les passions et passions de l'âme, forme une vision éthique du monde. La substitution de l'éthique à la morale est la conséquence du parallélisme et en manifeste la véritable signification. La question « qu'est-ce que peut un corps ?» a un sens en elle-même parce qu'elle implique une nouvelle conception de l'individu corporel, de l'espèce et du genre. Sa signification biologique, nous le verrons, ne doit pas être négligée, mais prise comme modèle, elle a d'abord une signification juridique et éthique. Tout ce que peut un corps, sa puissance, est aussi bien son droit naturel. Si nous arrivons à poser le problème du droit au niveau des corps, nous transformons toute la philosophie du droit par rapport aux âmes elles-mêmes. Corps et âme, chacun cherche ce qui est utile ou bon. S'il arrive à quelqu'un de rencontrer un corps qui se compose avec le sien sous un rapport favorable, il cherche à s'unir avec lui. Quand quelqu'un rencontre un corps dont le rapport ne se compose pas avec le sien, un corps qui l'affecte de tristesse, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour écarter la tristesse ou détruire ce corps, c'est-à-dire pour imposer aux parties de ce corps un nouveau rapport qui convient avec sa propre nature. À chaque instant, donc, les affections déterminent le conatus, mais à chaque instant, le conatus et recherche de ce qui est utile en fonction des affections qui le déterminent. C'est pourquoi un corps va toujours aussi loin qu'il le peut, en passion comme en action, et ce qu'il peut est son droit. La théorie du droit naturel implique la double identité du pouvoir et de son exercice, de cet exercice et du droit. Le droit de chacun s'étend jusqu'aux bornes de la puissance limitée dont il dispose. Le mot loi n'a pas d'autre sens, la loi de nature n'est jamais une règle de devoir, mais la norme d'un pouvoir, l'unité du droit, du pouvoir et de son effectuation. À cet égard, on ne fera nulle différence entre le sage et l'insensé, le raisonnable et le dément, le fort et le faible. Sans doute diffère-t-il par le genre d'affection qui détermine leur effort à persévérer dans l'existence, mais l'un et l'autre s'efforcent également de se conserver, ont autant de droits que de puissance en fonction des affections qui remplissent actuellement leur pouvoir d'être affectés. L'insensé lui-même est de la nature et n'en trouble aucunement l'ordre. Cette conception du droit naturel est directement héritée de Hobbes. La question des différences essentielles de Spinoza avec Hobbes se pose à un autre niveau. Ce que Spinoza doit à Hobbes, c'est une conception du droit de nature qui s'oppose profondément à la théorie classique de la loi naturelle. Si nous suivons Cicéron, qui recueille à la fois des traditions platoniciennes, aristotéliciennes et stoïciennes, nous voyons que la théorie antique de la loi naturelle présente plusieurs caractères. 1. Elle définit la nature d'un être par sa perfection, conformément à un ordre des fins, si l'homme est naturellement raisonnable et sociable. 2. Il s'ensuit que l'état de nature pour l'homme n'est pas un état qui précéderait la société, ne serait-ce qu'en droit, mais au contraire une vie conforme à la nature dans une bonne société civile. 3. Donc ce qui est premier et inconditionnel dans cet état ne sont les devoirs, ce sont les devoirs, car les pouvoirs naturels sont seulement en puissance et ne sont pas séparables d'un acte, de la raison qui les détermine et les réalise en fonction de fins auxquelles ils doivent servir. 4. La compétence du sage par là même est fondée, car le sage est le meilleur juge de l'ordre des fins, des devoirs qui en découlent, des offices et des actions qu'il revient à chacun de faire et de remplir. On devine quelle partie le christianisme devait tirer de cette conception de la loi de la nature. Avec lui, cette loi devenait inséparable de la théologie naturelle et même de la révélation. Ces 4 thèses, ainsi que les 4 thèses contraires que nous indiquons dans le paragraphe suivant, sont bien marquées par Léo Strauss dans son livre « Droit naturel et histoire ». Strauss confronte la théorie de Hobbes, dont il souligne la nouveauté aux conceptions de l'Antiquité.
Il revient à Hobbes d'avoir dégagé 4 thèses fondamentales qui s'opposent à celle-là. Ces thèses originales transforment le problème philosophique du droit, mais précisément parce qu'elles prennent le corps pour modèle mécanique et dynamique. Spinoza adopte ces thèses et les intégrant dans son propre système où elle trouve des perspectives nouvelles. 1. La loi de nature n'est plus rapportée à une perfection finale, mais au premier désir, à l'appétit le plus fort, dissocié d'un ordre des fins. Elle se déduit de l'appétit comme de sa cause efficiente. 2. De ce point de vue, la raison ne jouit d'aucun privilège. L'insensé ne s'efforce pas moins que l'être raisonnable de persévérer dans son être, et les désirs ou les actions qui naissent de la raison ne manifestent pas plus cet effort que les désirs ou les passions de l'insensé lui-même. Bien plus, personne ne naît raisonnable. Il se peut que la raison utilise et conserve la loi de nature, en aucun cas n'en est le principe ou le mobile. De même, personne ne naît citoyen. Dans le traité politique de Spinoza, les hommes ne naissent pas citoyens, mais le deviennent. Il se peut que l'état civil conserve le droit de nature, mais l'état de nature en lui-même est pré-social, pré-civil, et encore personne ne naît religieux. L'état de nature par nature et dans le temps est antérieur à la religion. La nature n'a jamais enseigné à personne qu'il est obligé d'obéir à Dieu. Ce qui est premier et inconditionné, c'est donc le pouvoir ou le droit. Les devoirs, quels qu'ils soient, sont toujours secondaires, relatifs à l'affirmation de notre puissance, à l'exercice de notre pouvoir, à la conservation de notre droit. Et la puissance ne renvoie plus à un acte qui la détermine et la réalise en fonction d'un ordre des fins. Ma puissance elle-même est en acte, parce que les affections que j'éprouve à chaque instant la déterminent et la remplissent de plein de droits, quelles que soient ces affections. 4. Il s'ensuit que nul n'a compétence pour décider de mon droit. Chacun dans l'état de nature, qu'il soit sage ou insensé, et juge de ce qui est bon et mauvais, de ce qui est nécessaire à sa conservation. D'où le droit de nature n'est contraire ni aux luttes, ni aux haines, ni à la colère, ni à la tromperie, ni à rien absolument de ce que l'appétit conseille. Dans le traité politique, par le droit suprême de la nature, chacun juge de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et s'il arrive que nous soyons amenés à renoncer à notre droit naturel, ce ne sera pas en reconnaissant la compétence du sage, mais en consentant par nous-mêmes à ce renoncement, par crainte d'un plus grand mal ou par espoir d'un plus grand bien. Le principe du consentement, pacte ou contrat, devient principe de la philosophie politique et se substitue à la règle de compétence. Ainsi défini, l'état de nature manifeste en soi ce qui le rend invivable. L'état de nature n'est pas viable tant que le droit naturel qui lui correspond reste théorique et abstrait. Aussi longtemps que le droit naturel humain est déterminé par la puissance de chacun et la chose de chacun, ce droit est en réalité inexistant, plus théorique que réel, puisqu'on n'a nulle assurance d'en profiter. Or, dans l'état de nature, je vis au hasard des rencontres. Il est bien vrai que ma puissance est déterminée par les affections qui remplissent à chaque instant mon pouvoir d'être affecté. Il est bien vrai que j'ai toujours toute la perfection dont je suis capable en fonction de ces affections, mais précisément dans l'état de nature, mon pouvoir d'être affecté se trouve rempli dans de telles conditions que j'éprouve non seulement des affections passives qui me séparent de ma puissance d'agir, mais encore des affections passives à prédominance de tristesse qui ne cessent de diminuer cette puissance elle-même. Je n'ai aucune chance de rencontrer des corps qui se composent directement avec le mien. J'aurais beau l'emporter dans plusieurs rencontres avec des corps qui me sont contraires, ces triomphes ou ces joies de la haine ne supprimeront pas la tristesse que la haine enveloppe. Et surtout, je ne serai jamais sûr d'être encore vainqueur à la prochaine rencontre. Je serai donc affecté d'une crainte perpétuelle. Il n'y aurait qu'un moyen de rendre viable l'état de nature, en s'efforçant d'organiser les rencontres. Quel que soit le corps rencontré, je cherche l'utile. Mais il y a une grande différence entre chercher l'utile au hasard, c'est-à-dire s'efforcer de détruire les corps qui ne conviennent pas avec le nôtre, et chercher une organisation de l'utile, s'efforcer de rencontrer les corps qui conviennent en nature avec nous sous les rapports où ils conviennent. Seul ce deuxième effort définit l'utile propre ou véritable. Sans doute cet effort a-t-il des limites. Nous serons toujours déterminés à détruire certains corps, ne serait-ce que pour subsister. Nous n'éviterons pas toute mauvaise rencontre, nous n'éviterons pas la mort,
mais nous nous efforçons de nous unir à ce qui convient avec notre nature, de composer notre rapport avec des rapports qui se combinent avec le nôtre, de joindre nos gestes et nos pensées à l'image de choses qui s'accordent avec nous. D'un tel effort, nous sommes en droit d'attendre, par définition, un maximum d'affection joyeuse. Notre pouvoir d'être affecté sera rempli dans de telles conditions que notre puissance d'agir augmentera. Et si l'on demande en quoi consiste ce qui nous est le plus utile, on voit bien que c'est l'homme, car l'homme en principe convient en nature avec l'homme, il compose son rapport avec le sien, l'homme est utile à l'homme absolument ou véritablement, chacun cherchant ce qui lui est véritablement utile, cherche donc aussi ce qui est utile à l'homme. Aussi l'effort d'organiser les rencontres est d'abord l'effort de former l'association des hommes sous des rapports qui se composent. Il n'y a pas de bien ni de mal dans la nature, il n'y a pas d'opposition morale, mais il y a une différence éthique. Cette différence éthique se présente sous plusieurs formes équivalentes, entre le raisonnable et l'insensé, entre le sage et l'ignorant, entre l'homme libre et l'esclave, entre le fort et le faible. Et en vérité, la sagesse ou la raison n'ont pas d'autre contenu que la force, la liberté. Cette différence éthique ne porte pas sur le conatus, puisque l'insensé non moins que le raisonnable, le faible non moins que le fort, s'efforce de persévérer dans son être. Elle porte sur le genre d'affection qui détermine le conatus. À la limite, l'homme libre, fort et raisonnable se définira pleinement par la possession de sa puissance d'agir, par la présence en lui d'idées adéquates et d'affections actives. Au contraire, l'esclave, le faible n'ont que des passions qui dérivent de leurs idées inadéquates et qui les séparent de leur puissance d'agir. Mais la différence éthique s'exprime d'abord à ce niveau plus simple, préparatoire ou préliminaire. Avant d'en arriver à la possession formelle de sa puissance, l'homme libre et fort se reconnaît à ses passions joyeuses, à ses affections qui augmentent cette puissance d'agir. L'esclave ou le faible se reconnaissent à leurs passions tristes, aux affections à base de tristesse qui diminuent leur puissance d'agir. Tout se passe donc comme si l'on devait distinguer deux moments de la raison ou de la liberté. Augmenter la puissance d'agir en s'efforçant d'éprouver le maximum d'affection passive joyeuse et ainsi passer au stade final où la puissance d'agir a si bien augmenté qu'elle devient capable de produire des affections elles-mêmes actives. Il est vrai que l'enchaînement des deux temps nous reste encore mystérieux, du moins la présence du premier temps n'est-elle pas douteuse. L'homme qui devient raisonnable, fort et libre commence par faire tout ce qui est en son pouvoir pour éprouver des passions joyeuses. C'est donc lui qui s'efforce de s'arracher au hasard des rencontres et à l'enchaînement des passions tristes, d'organiser les bonnes rencontres, de composer son rapport avec les rapports qui se combinent directement avec le sien, de s'unir avec ce qui convient en nature avec lui, de former l'association raisonnable entre les hommes, tout cela de manière à être affecté de joie. Dans l'éthique, la description du livre 4 concernant l'homme libre et raisonnable identifie l'effort de la raison avec cet art d'organiser les rencontres ou de former une totalité sous des rapports qui se composent. Chez Spinoza, la raison, la force ou la liberté ne sont pas séparables d'un devenir, d'une formation, d'une culture. Personne ne naît libre, personne ne naît raisonnable. Et personne ne peut faire pour nous la lente expérience de ce qui convient avec notre nature, l'effort lent pour découvrir nos joies. L'enfance, dit souvent Spinoza, est un état d'impuissance et d'esclavage, un état insensé où nous dépendons au plus haut point des causes extérieures et où nous avons nécessairement plus de tristesse que de joie. Jamais nous ne serons autant séparés de notre puissance d'agir. Le premier homme, Adam, est l'enfance de l'humanité. C'est pourquoi Spinoza s'oppose avec tant de force à la tradition chrétienne, puis rationaliste, qui nous présente avant la faute un Adam raisonnable, libre et parfait. Au contraire, il faut imaginer Adam comme un enfant, triste, faible, esclave, ignorant, livré au hasard des rencontres. Il faut reconnaître qu'il n'était pas au pouvoir du premier homme d'user droitement de la raison, mais qu'il a été, comme nous le sommes, soumis aux passions.
C'est-à-dire, ce n'est pas la faute qui explique la faiblesse, c'est notre faiblesse première qui explique le mythe de la faute. Spinoza présente 3 thèses concernant Adam qui forment un ensemble systématique. 1. Dieu n'a rien défendu à Adam, mais lui a simplement révélé que le fruit était un poison qui détruirait son corps s'il entrait en contact avec lui. 2. Son entendement était faible comme celui d'un enfant. Adam a perçu cette révélation comme une défense. Il désobéit comme un enfant, ne comprenant pas la nécessité naturelle du rapport action-conséquence, croyant que les lois de la nature sont des lois morales qu'il est possible de violer. Comment imaginer un Adam libre et raisonnable alors que le premier homme est nécessairement affecté de sentiments passifs et n'a pas eu le temps d'entreprendre cette longue formation que la raison suppose non moins que la liberté? Spinoza fait remonter à Moïse la tradition adamique. Le mythe d'un Adam raisonnable et libre s'explique dans la perspective d'une hypothèse abstraite où l'on considère Dieu non pas en tant qu'il est infini, mais en tant seulement qu'il est la cause pour laquelle l'homme existe. L'état de raison, tel qu'il apparaît déjà sous son premier aspect, a un rapport complexe avec l'état de nature. D'une part, l'état de nature n'est pas soumis aux lois de la raison. La raison concerne l'utilité propre et véritable de l'homme, étant uniquement à sa conservation. La nature, au contraire, n'a nul égard à la conservation de l'homme et comprend une infinité d'autres lois qui concernent l'univers entier, dont l'homme n'est qu'une petite partie. Mais d'autre part, l'état de raison n'est pas d'un autre ordre que l'état de nature lui-même, même dans ses commandements. La raison ne demande rien qui soit contraire à la nature. Elle demande seulement que chacun s'aime soi-même, cherche ce qui y est utile en propre et s'efforce de conserver son être en augmentant sa puissance d'agir. Aussi n'y a-t-il pas d'artifice ou de convention dans l'effort de la raison. La raison ne procède pas par artifice, mais par composition naturelle de rapports. Elle ne procède pas à des calculs, mais à une espèce de reconnaissance directe de l'homme par l'homme. L'idée d'un devenir ou d'une formation de la raison avait déjà été développée par Hobbes. Hobbes et Spinoza conçoivent tous deux l'acte de la raison comme une sorte d'addition, comme la formation d'un tout, mais chez Hobbes il s'agit d'un calcul, chez Spinoza d'une composition de rapports qui au moins en droit est objet d'intuition. La question de savoir si des êtres supposés raisonnables ou en train de le devenir ont besoin de s'engager mutuellement par une sorte de contrat est très complexe, mais même s'il y a contrat à ce niveau, ce contrat n'implique aucun renoncement conventionnel au droit naturel, aucune limitation artificielle. L'état de raison ne fait qu'un avec la formation d'un corps supérieur et d'une âme supérieure, jouissant du droit naturel correspondant à leur puissance. En effet, si deux individus composent entièrement leur rapport, ils forment naturellement un individu 2 fois plus grand, ayant lui-même un droit de nature 2 fois plus grand. L'état de raison ne supprime ni ne limite en rien le droit naturel, il l'élève à une puissance sans laquelle ce droit resterait irréel et abstrait. À quoi donc se réduit la différence entre l'état de raison et l'état de nature? Dans l'ordre de la nature, chaque corps en rencontre d'autres, mais son rapport ne se compose pas nécessairement avec ceux des corps qu'il rencontre. La coïncidence des rencontres et des rapports se fait seulement au niveau de la nature entière. Elle a lieu d'ensemble à ensemble dans le monde infini immédiat. Toutefois, quand nous élevons dans la série des essences, nous assistons à un effort qui préfigure celui de la nature entière. Les plus hautes essences dans l'existence s'efforcent déjà de faire coïncider leur propre rencontre avec des rapports qui se composent avec le leur. Cet effort, qui ne peut aboutir complètement, constitue l'effort de la raison. C'est en ce sens que l'être raisonnable, à sa façon, peut être dit reproduire et exprimer l'effort de la nature entière.